Alors je vais commencer par me présenter. Donc je suis Sylvie Melin, je suis enseignante, comme Monsieur Mogendre vient de le dire, enseignante à mi-temps, et l'autre partie de mon temps, je suis référente numérique pour les écoles de Chambéry 4. C'est-à-dire que j'accompagne les enseignants à développer le numérique dans leur classe. Je vais aider les enseignants, même en partant même du projet de la mairie, jusqu'à ce qu'ils le mettent en place dans leur classe. Et donc je remercie tout le monde de m'avoir invité pour pouvoir parler de ce sujet. Je vais commencer par parler des attentes du côté des élèves, donc les programmes, pour ensuite passer du côté des réticences, plutôt côté enseignants, voire parents d'élèves. Et je vais terminer par vous expliquer un petit peu le rôle des formateurs numériques, parce que je ne suis pas toute seule, on est 7 en Savoie à avoir cette mission. Donc pour commencer, je vais citer les programmes, le socle commun de connaissances et compétences, donc tout ce que les élèves doivent savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. On a 5 domaines dans ce socle, et dans ces 5 domaines, il y en a 3 dans lesquels l'informatique, le numérique est explicitement cité. Le premier domaine, par exemple, qui s'appelle « Des langages pour penser et communiquer », on imagine très bien qu'il y a la langue française, les langues vivantes étrangères, les maths et informatiques qui sont cités comme langage, justement, et le langage du corps, par exemple. Dans ce premier domaine, il est clairement cité qu'il y a le langage informatique, et ça, c'est nouveau dans nos programmes, puisque les anciens programmes n'en faisaient pas mention. Dans le domaine 2 aussi, du socle, qui s'appelle « Des méthodes et des outils pour apprendre », là, il est clairement expliqué qu'on utilise les outils numériques au service des autres apprentissages. Dans le troisième domaine, qui est la formation de la personne et du citoyen, on a déjà de l'éducation morale et civique, ce qu'on appelle l'EMC. Et on a, dans le parcours citoyen, il est fait mention de tout ce qui est éducation aux médias et à l'information. Donc là, on amène les élèves à réfléchir sur les risques et puis tout ce qui est source sur Internet, etc. Je cite même dans les programmes de 2016, plus clairement tout ce qui fait rapport au numérique. Tout simplement, je fais juste une petite parenthèse. J'ai remarqué dans les nouveaux programmes que l'occurrence du mot numérique a énormément augmenté par rapport aux anciens programmes. Là, on voit à travers tous nos nouveaux programmes que c'est cité un peu partout. En effet, en fait, la place des écrans a changé, puisqu'avant, on emmenait nos élèves en salle informatique pour faire de l'informatique. Donc, on avait une salle info avec 12 ou 20 postes, ça dépend les écoles, et on allait taper du texte, apprendre à servir de l'ordinateur. Là, maintenant, ça a changé. L'informatique, il est au plus près des élèves, au plus près de nos élèves. Il est là au service de tous les autres apprentissages. Donc, il faut qu'il soit accessible rapidement. Donc, avec d'autres matériels aussi, des tablettes qui sont plus facilement déplaçables, des vidéoprojecteurs interactifs, etc. Et je vais citer carrément les programmes dans les 3 cycles. Dans le cycle 1, déjà en maternelle, par exemple, on dit qu'il faut donner aux enfants les moyens de s'entraîner, notamment avec de la copie dans un coin écriture aménagé spécialement. Et on cite des feuilles blanches, des feuilles à ligne, normales, mais on cite aussi des ordinateurs, des imprimantes, des tablettes et des stylets. Au cycle 2, je cite aussi, dès le CE1, les élèves peuvent coder des déplacements à l'aide d'un logiciel de programmation. Donc là, on imagine logiciel de programmation, on n'imagine pas ça sans une tablette ou sans un ordinateur. Et on amène donc les enfants au CE2 à la compréhension et la compréhension et la production d'algorithmes simples. Donc programmer les déplacements d'un robot ou ceux d'un personnage sur un écran. Donc là, c'est clairement cité dans nos programmes. Et enfin, en cycle 3, j'ai choisi juste un petit extrait où on emmène les élèves à chercher des informations et à s'interroger sur l'origine et la pertinence de ces informations, dans l'univers du numérique, bien sûr. C'est ce que je citais tout à l'heure, l'éducation aux médias et à l'information. Voilà, donc on voit qu'à travers nos programmes qui sont assez récents, 2015-2016, le numérique a pris une vraie grande place. Et on peut donc comprendre que ça fasse peur aux enseignants, puisque le numérique arrive, mais les enseignants sont formés, mais peut-être que certaines fois, ils se retrouvent face à leurs élèves un petit peu débordés, face à ce tsunami numérique, si je peux dire. En effet, on a eu une arrivée massive de matériel. Tout ça, c'est parce qu'on a des plans numériques qui sont mis en place par l'Éducation nationale. Et dans ces plans numériques, en fait, on a des millions d'euros qui ont été consacrés au développement du numérique dans les écoles. Et j'en ai pour preuve, si on peut regarder la première diapo, c'est les chiffres que j'ai là sur le recul sur 4 ans, en fait. Le premier graphique
La première image, c'est simplement pour montrer l'objectif qu'on se fixe en termes de préconisation. L'objectif, c'est d'avoir 5 élèves maximum par ordinateur. Donc on voit que ça diminue petit à petit. Mais le plus intéressant, c'est de voir sur l'image avec les tablettes et le vidéoprojecteur ou tableau interactif en bas, montrer que c'est en énorme, vraiment en croissance, c'est une énorme progression. Ne serait-ce qu'en 2017-2018, on avait entre 600 tablettes, là ce sont des chiffres pour la Savoie, on avait 600 tablettes déclarées, entre guillemets, en Savoie, et en 2018, on est passé au double, on est à 1200. Donc on voit que le numérique arrive massivement dans nos classes, et ça fait peur aux enseignants. D'abord parce que c'est un nouvel outil, et aussi parce que les enfants sont très à l'aise avec ces outils numériques, et parfois plus vite qu'eux. Je parle aussi de l'inquiétude des parents, qui voient tous ces nouveaux écrans arriver, qui viennent justement encore élargir, agrandir le temps d'écran de leurs enfants. Et c'est vrai que les parents souvent perçoivent en premier le côté ludique, le côté récréatif de ces tablettes, donc ils sont souvent inquiets. La tablette, c'est vrai que c'est connu pour être un outil de loisir. La tablette, je parle de la tablette parce que c'est souvent le sujet qui revient dans les réticences des enseignants et des parents d'élèves. Je citerai un exemple dans une classe de Chambéry où j'étais allée faire une étude en CP sur l'usage de la tablette pour l'acquisition du vocabulaire. Et j'avais demandé à tous les élèves de CP, est-ce que tu utilises une tablette, est-ce que tu sais utiliser une tablette? Et la plupart m'avaient dit, non, je n'utilise pas la tablette, non. Puis en fait, il s'est révélé qu'ils savaient tous l'utiliser très bien, qu'ils connaissaient déjà plein d'applications, mais ils n'avaient pas imaginé que la tablette pouvait servir à travailler dans la classe. Ça, c'était en 2013. Voilà, donc j'avais un peu rigolé de voir ça. Et puis à la fin, ils s'étaient rendus compte qu'on pouvait travailler sur la tablette, et même au bout d'un moment, vous avez trouvé ça... Bon, ils sautaient plus sur la tablette autant qu'au début. Voilà. Ensuite, je passe sur notre rôle, nous, formateurs au numérique, vis-à-vis des enseignants. Nous, on va former les enseignants par le numérique et au numérique. Tout d'abord, on utilise le numérique comme outil d'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va leur expliquer comment utiliser le VPI, pourquoi projeter des choses, comment interagir avec les élèves et ce VPI, pour les tablettes, pour leur site web, etc. D'ailleurs, on fait tous les 2 ans un salon du numérique qui aura lieu dans ces lieux la semaine prochaine, où on forme les enseignants, on fait venir tous les enseignants qui le souhaitent pour se former au numérique. On leur montre un peu toutes les nouvelles technologies, tout ce qu'il existe et comment l'intégrer dans leur pratique. Donc ça peut être par des robots, des nouveaux tableaux interactifs, etc. Et ensuite, je cite un projet en fait, de cadre de référence des compétences numériques. Donc ça, c'est dans ce qui est en prévision. Il y a une nouveauté, on demande aux enfants de comprendre que l'utilisation non réfléchie des technologies numériques, merci, c'est celui qui est en haut, voilà. Comprendre que l'utilisation non réfléchie des technologies numériques peut avoir des impacts négatifs sur sa santé et son équilibre social et psychologique. Donc là, on va quand même amener les enfants à comprendre que toutes ces technologies, elles arrivent, mais il faut les accueillir, enfin les utiliser de façon réfléchie. Voilà. Et ensuite, ça me permet de faire le lien avec, lors de nos formations, le début de nos formations, on essaye toujours, nous, les e-run, on nous appelle comme ça, enseignants référents aux usages du numérique, on essaye d'amener les enseignants à réfléchir sur justement tous ces risques, eux en tant qu'enseignants, et les amener à faire réfléchir leurs élèves aussi là-dessus. On leur dit toujours, quand les tablettes arrivent dans une école, des fois c'est par lot 12 ou 24, déjà, il y a la moitié des enseignants qui se disent « je ne sais pas comment ça marche ». Et puis, il y en a qui se disent « moi, je ne vais pas les allumer avec mes élèves, ils ont déjà bien assez à faire avec les tablettes à la maison ». Donc, on leur dit toujours provoquer le débat avec les parents. Parce que c'est vrai qu'on entend, moi je suis parent d'élèves aussi, on entend à l'extérieur des écoles « oh là là, pourquoi ils ont eu des tablettes, moi j'arrive pas, il ne peut pas lâcher sa tablette » et ils lui en mettent une dans les mains à l'école. Donc on leur dit, voilà, accueillez les parents, discutez-en au début de l'année, voir quand les tablettes arrivent, ou un tableau, pour expliquer pourquoi nous, enseignants, on met ces tablettes dans les mains de leurs élèves, pour que justement ils arrivent à dédramatiser la situation. Et pour terminer, je présenterai les deux infographies qu'on utilise. Ça c'était la petite pub pour notre salon du numérique. Voilà. Et donc le première infographie qu'on utilise, c'est à viser des enseignants, avec ce rappel, vous avez peut-être vu, moi je le vois de plus en plus quand je vais chez le médecin, quand dans le milieu médical, je vois de plus en plus cette affiche.
avec les âges 3, 6, 9, 12, et quelques conseils. Donc on l'a fait lire aux enseignants, on leur dit que ça peut être intéressant d'en discuter avec les parents à partir de ce support-là. Et puis la deuxième infographie, c'est celle qui est plutôt avisée. Moi je l'ai utilisée dans une classe, j'avais des CM1, et je l'ai utilisée pour faire réfléchir mes élèves là-dessus. Alors quand ils l'ont vu, il y a eu un silence, parce qu'ils se sont tout de suite trouvés. Moi je suis entre 9 et 12 ans, je n'ai pas le droit à plus de 30 minutes de télé par jour. Alors ils ne disaient plus rien. Et puis après on a essayé de comprendre quel support, tablette, télé, jeux vidéo ou internet, quel moyen d'accès, donc tout seul ou avec un adulte à côté, et puis le temps par jour. Donc ça a fait peur d'abord. Les élèves ils étaient terrorisés, se dire moi je suis complètement hors la loi, la maîtresse m'a montré que... Et puis ensuite on a essayé de comprendre pourquoi. Et puis certains l'ont utilisé, m'ont demandé de l'imprimer pour l'amener à la maison. Bon, d'abord ceux qui étaient carrément dans les temps, hein, mais après pour se rendre compte que oui, il y avait une différence quand on est un jeune enfant avec une tablette ou une télé. Voilà. Donc c'est le support qu'on peut utiliser dans le cadre de l'éducation aux médias justement. Je vais enchaîner sur la présentation que je vous ai préparée aussi sur bien cette question des enfants face aux écrans en déployant quatre temps. Déjà les données que l'on a, voilà, vraiment essayer de faire un état des lieux sur cet usage des écrans, se poser la question, un trouble ou pas, en essayant d'aborder les choses avec une démarche scientifique et de professionnels de santé, comme peut l'être le psychologue, le psychiatre, le pédiatre. La question du cerveau et des écrans, avec alors cerveau, écran, comportement et écran, en vous proposant des données extrêmement récentes de la littérature, et puis finalement les grandes recommandations, ce qu'en disent les psys, et ce qui alors complétera à mon sens ce qui a déjà été bien montré avec l'infographie qu'on retrouve dans les cabinets médicaux, mais qu'on retrouve aussi parfois, pour moi aussi en avoir fait l'expérience dans les halls d'école, puisqu'on sait bien, les profs des écoles voilà, ont bien compris qu'il fallait provoquer le débat et l'information, en tout cas avec les parents. Alors, ce que l'on sait des enfants face aux écrans, on sait quand même 2-3 choses, avec déjà une espèce d'introduction que je dois faire sur ces données-là. C'est des données qui relèvent de la méthode classique, épidémiologique, donc on est sur, là, très souvent du déclaratif. Et tout épidémiologiste vous expliquera que quand on est sur ce versant méthodologique, souvent on est avec des données qui sont en deçà de ce qu'est la manifestation réelle de certains usages et de certains comportements. Néanmoins, Ipsos met à disposition une espèce de baromètre qui s'appelle le Junior Connect. Donc là, je vous présente les dernières données accessibles qui sont faites sur les cohortes de 2017. On n'est pas chez les tout petits, on est déjà quand même chez des jeunes individus. Chez les 7 à 17 ans, on a des données sur la présence d'équipements personnels. Ce n'est pas les équipements de la maison, c'est les équipements dont l'enfant rapporte qu'ils sont sa propriété. Donc on a 67% de consoles de jeux, 36% de tablettes, 22% de smartphones, 19% d'ordinateurs et 16% ont un téléviseur personnel. Donc on imagine ce que ça veut dire. Là pour le coup, on a parlé des objets qui sont mobiles. Bon, la télé pour le coup, elle l'est moins, donc ça veut dire qu'elle est très probablement dans la chambre. Chez les 13-19 ans, en fait, quand vous augmentez en âge, eh bien, vous augmentez ces chiffres. Donc, je vous ai remis en référentiel les 7-12 ans. Mais voilà, donc la console de jeu reste très élevée. La tablette, bon, c'est un tout petit peu en dessous parce que c'est pas du longitudinal. Mais on voit qu'on est dans le même ordre d'idée. Bon, pour les smartphones, on a une explosion. On passe de 22 à 81%. Alors, notamment avec le besoin d'être joignable pour les ados. L'ordinateur personnel, pareil, c'est vrai que si vous posez la question à des adultes, ils vous rapporteront le cas de l'ordinateur familial, d'une grosse unité centrale, d'un écran parfois un peu massif, allez, éventuellement deux dans une maison, mais là on est avec la logique d'ordinateur très, très mobile, très portable pour le coup, donc on a cette facilité. On a eu aussi la démocratisation des produits qui permettent à davantage de foyers de s'équiper. Et donc vous voyez, on a près de 7 ados sur 10 qui ont un ordinateur
personnel et augmentation aussi du nombre de téléviseurs. Donc les écrans, les différents écrans, puisque c'est comme ça que cela est référencé dans l'indicateur, le baromètre Ipsos, sont assez présents. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi les usages avec les applications mobiles. Alors ça, c'est sur les supports que sont les tablettes et les smartphones. Sur les 7-12 ans, on a 80% d'utilisateurs d'applications. Alors, soit parce qu'ils ont une facilité à utiliser des applications puisqu'ils ont un support, soit parce qu'ils utilisent les tablettes, les supports, les téléphones des parents ou des grands frères, grandes sœurs, mais aussi, on pourrait y revenir, de l'ensemble de la famille qui peut être concernée par cette question des écrans. Papy, mamie, tonton, tata, etc. Et puis, bien sans grande surprise, chez les 13-19 ans, on est à 90% d'usage d'applications mobiles. Ne nous y trompons pas, hein, c'est aussi une étude qui est faite pour les éditeurs et qui ont bien ciblé qu'il y avait une cible, un marché à saisir, donc un intérêt à développer des outils pour cette tranche d'âge qui est donc une population de consommateurs potentiels. Maintenant, si on regarde le temps sur Internet, on a trois fenêtres de temps, l'âge de 1 à 6 ans, l'âge de 7 à 12 et de 13 à 19. Ce que l'on sait, c'est que de 1 à 6 ans, on a par semaine 4h37 passées sur Internet. Alors c'est un temps qui est autant fait sur l'ordinateur, un peu on dirait en mode genou, sur les genoux de papa-maman, mais c'est aussi un temps d'accès, c'est la porte qu'on peut avoir sur Internet à travers les tablettes et les smartphones, dont, vous l'aurez compris, certains enfants bénéficient assez tôt. Et sans grande surprise, ça augmente au fil du temps. Alors on a un point de comparaison, et là aussi, sans grande surprise, on est en augmentation si on compare les données de 2017 avec celles de 2012. La question qui est souvent posée, c'est peut-on connaître un trouble? Y a-t-il un trouble d'usage des écrans? Ce qui nécessite de prendre juste quelques instants pour redéfinir ce qu'on entend être un trouble en santé. Être un trouble, c'est quelque chose qui répond à un diagnostic clinique, c'est quelque chose qui provoque une souffrance et une inadaptation, et l'intérêt d'identifier un trouble et de formuler un diagnostic, c'est dans une perspective d'accompagnement, de prise en charge. Si on propose un diagnostic de trouble des apprentissages, c'est pour accorder des tiers-temps, une aide scolaire. Si on propose un diagnostic de tel ou tel trouble, de telle ou telle pathologie, c'est pour proposer un traitement, qu'il soit pharmacologique ou social. Ce sont des principes de base. Si on regarde ces éléments-là comme étant des critères très généraux pour pouvoir recueillir, pour pouvoir amener cette notion de trouble, eh bien, on n'a pas vraiment de cas cliniques, on n'a pas vraiment de critères sémiologiques, c'est-à-dire les signes qui font les symptômes à identifier chez quelqu'un. On n'a pas non plus d'épidémiologie, c'est-à-dire de retour statistique, puisque c'est un serpent qui se mord la queue, vous me direz, mais pour faire des études en épidémiologie, il faut s'intéresser à une pathologie. Mais si on n'a pas créé de pathologie, si on n'a pas de trouble reconnu, on manque de statistiques. Donc, on a cette composante du diagnostic clinique, on a la composante de la souffrance et de l'inadaptation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on envisage un trouble, un diagnostic, c'est parce qu'on se dit au départ que ça pose un problème, qu'il y a une souffrance, soit que la personne exprime et qu'elle reconnaît, ou soit que l'entourage exprime. Et on le sait bien, des fois c'est difficile de soi-même reconnaître ce qui nous pose problème. Et puis, la prise en charge, c'est pour faire des interventions dédiées. À l'heure actuelle, on n'a donc pas de diagnostic clinique, on n'a pas de prise en charge dédiée, spécifique, en tout cas, pour ce qui serait un problème d'usage d'écran. Et puis, la question de la souffrance et de l'inadaptation, alors voilà, elle n'est pas exclue, elle est émergente, et c'est peut-être ça qui va nous amener un jour à formuler, à postuler l'existence d'un trouble, d'une maladie des écrans. On a quand même, sur cette histoire de l'usage numérique dans la pathologie, on a quand même eu quelques contributions à travers cette notion des addictions, et notamment des addictions comportementales, et c'est notamment la révision des outils diagnostiques qui sont calibrés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui donc au sein de l'ONU gère toutes ces questions sanitaires, avec deux nouvelles addictions qui sont entrées dans le champ des troubles du comportement, et notamment, vous l'aurez compris, des comportements, des conduites addictives.
l'addiction aux jeux d'argent et de hasard, ce qui a l'intitulé de Gambling Disorder, et l'addiction aux jeux vidéo et jeux numériques, Gaming Disorders. Notamment avec l'expansion des jeux en ligne, notamment ça peut être les jeux de hasard, mais aussi les jeux de poker en ligne, et puis eh bien, l'apparition des jeux vidéo, alors offline et online. Aujourd'hui, on a pu mettre en avant que les personnes qui avaient des usages excessifs de jeux de hasard, de jeux d'argent et aussi de jeux vidéo, jeux numériques, se retrouvaient à avoir une symptomatologie similaire à celle que l'on retrouve dans les addictions dites classiques ou dites à substance, qui sont aussi diverses que variées. Vous avez tous déjà entendu parler des troubles liés à l'usage de l'alcool, de la nicotine, mais aussi, pourquoi pas, parfois d'autres substances dont on ignore un peu les réels effets négatifs pour la santé, comme peuvent l'être la caféine ou certains médicaments. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, vous n'avez pas une catégorie diagnostique qui est trouble de l'iPhone, trouble de l'iPad, trouble de la tablette Galaxy. Ça n'existe pas. Alors, ce que l'on sait malgré tout, c'est que un usage abusif de supports numériques, comme on l'a avec les écrans, peut être négatif, peut être aussi positif. On est doté en fait d'organismes qui proposent des expertises. Alors il y a notamment l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, qui propose des expertises collectives. Alors directement ou indirectement sur cette question des écrans, par exemple quand on s'intéresse au développement de l'enfant et de l'adolescent, on intègre la question des écrans. Pour des raisons qu'on a bien compris, ça fait partie de notre fonctionnement, de l'éducation, de la culture, mais aussi des outils qui accompagnent l'éducation. Et puis on a l'Académie des sciences, c'est les sociétés que j'ai mis au pluriel de pédiatrie, puisque vous avez la Société française de pédiatrie, mais vous avez aussi leurs équivalents américains et britanniques qui ont émis des avis. Alors ce que l'on sait notamment, c'est que les écrans, ils sursollicitent le cerveau, ils sursollicitent la cognition des individus, notamment sur des aspects de perception, sur des aspects d'attention et de contrôle attentionnel, et aussi sur les dimensions de plaisir et de récompense. Il faut savoir qu'une partie des développeurs des outils, des applications, sont très bien renseignés, sont tout à fait au fait de comment fonctionne le cerveau et de comment le rendre très vigilant, voire plus que vigilant, dépendant à ces usages-là. Le fait d'utiliser certaines couleurs, un certain degré de luminosité, certains sons, ce sont des choses qui viennent, alors on le voit bien déjà chez des adultes, qui viennent attirer l'attention. Combien d'adultes vous disent « un jour j'ai pris conscience qu'il fallait que je désactive mes alertes mail pour pouvoir rester concentré sur une tâche ». Imaginez un enfant qui n'a pas encore les capacités de régulation de son comportement et de son faisceau attentionnel. Il est en permanence sollicité. Bon, le fait que certaines couleurs, que certains sons soient implémentés dans ces écrans, c'est une extraction, c'est une application de ce que l'on sait des apprentissages, du conditionnement et de la motivation, ici dans le champ des usages numériques. En quoi tout ça nous pose potentiellement un problème? Je dis potentiellement parce qu'il n'y a pas que, c'est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a pas que des soucis, mais en quoi cela nous pose un problème, notamment chez l'enfant jeune, c'est qu'en fait, le cerveau, il a un haut besoin de stimulation sociale. Le cerveau, il a besoin d'être dans une interaction. Il a besoin aussi d'être dans une interaction, alors vous aurez me dire, avec les réseaux sociaux, on se connecte les uns aux autres, ça se tient, mais le cerveau, il a aussi besoin de cette dimension réelle, concrète, on pourrait même dire physique. Et ce que l'on sait, c'est que notamment les comportements, les processus de jeu participent au développement des compétences sociales. Je vous ai dit qu'il y avait des études assez récentes. Je vous relais très rapidement trois études qui datent de 2018 ou 2019, donc on aura du mal à faire un peu plus récent, mais c'est aussi un indicateur très fort de la préoccupation, et notamment préoccupation internationale, sur cette question. Et c'est là où on va pouvoir introduire aussi un peu de nuance, parce que c'est vrai que notamment, et là il y a un biais de sélection ou un biais d'identification des besoins, des demandes et des problèmes, quand on demande à un psychologue, neuropsychologue ou un chercheur en psychologie de parler du problème des écrans ou qu'on lui parle d'un problème de comportement avec les écrans chez un enfant, on voit bien qu'on a déjà pris les choses sous l'angle du problème, de la perturbation. Mais en dehors de ceux qui ont des problèmes, dans la population dite générale, tout venante, qu'en est-il?
Eh bien, cette étude qui a été publiée dans la revue Nature, dans la section Human Behavior, donc le comportement humain, elle est assez intéressante parce que elle montre que le recours au numérique, aux technologies, finalement, alors certes, exerce un poids, c'est pas sans effet, si vous voulez, sur le bien-être des individus, notamment des adolescents. Ici, c'est des adolescents dont il est question. Mais cette part, elle est exprimée à hauteur de 0,4%. Donc on ne peut pas du coup se retrancher derrière l'argument de c'est la faute à la tablette, c'est la faute à l'internet. Vous voyez, si on est juste dans notre appréciation des choses, finalement, et c'est ce que relayaient certains auteurs, certains chercheurs, il y a notamment quelqu'un en France qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup là-dessus, c'est Franck Ramus, que vous retrouvez aussi comme membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale, qui vous dit, mais finalement, quand vous regardez l'impact négatif sur la santé, sur le bien-être des enfants, des adolescents, le fait de recourir aux outils numériques, au digital, c'est guère plus élevé que du fait d'être un enfant ou une enfant qui porte des lunettes et qui va être un peu moqué, un peu raillé parce qu'on est le petit binoclard de la classe. Voyez. Donc ça replace un peu les choses dans leur contexte. Par contre, quand on regarde à des aspects plus comportementaux et qui sont une porte d'entrée, des comportements qui sont une porte d'entrée vers les problèmes, rapidement, ce que l'on a vu, dans notamment là une étude qui a été conduite aux États-Unis et au Canada, c'est un lien entre le temps passé sur les écrans et la performance académique. Et en gros, ce que l'on voit, c'est que le temps passé sur les écrans à 24 et 36 mois, donc là pour le coup on n'est plus chez les ados, on est chez des jeunes enfants, va impacter le niveau attendu de développement cognitif, le niveau attendu de performance intellectuelle à 36 ou 60 mois. Donc ça, c'est une notion importante, même si on ne voit pas forcément une association en termes d'intensité. Donc ce qui amène aussi à pondérer un petit peu ces résultats. Enfin, dans la revue The Lancet, fin 2018, est parue cette étude alors sur l'observation du rythme de vie d'enfants pendant 24 heures. Et en fait, les enfants qui avaient un excès d'écran, donc l'excès d'écran, ça a été mesuré à partir de plus de 2 heures, je crois que c'était 3,1 heures de mémoire. Eh bien, l'excès d'écran va avoir un impact à différents niveaux, et différents niveaux qui sont autant de l'ordre du fonctionnement cognitif que sur des marqueurs du développement cérébral des individus. Donc ça, c'est quelque chose de très important à avoir à l'esprit parce que ça joue notamment sur les capacités d'apprentissage des enfants, parce que notamment ça vient perturber le sommeil, ça vient réduire les activités physiques, on rentre dans des modes de vie sédentaires qui sont bien ce dont finalement un enfant n'a pas besoin. Et c'est en ça qu'il faut faire attention à certains marqueurs, le sommeil qui est perturbé, l'alimentation, et c'est notamment les pédiatres français qui mettent l'accent sur les troubles liés à l'alimentation et qui conseillent aux parents qui veulent surveiller les usages problématiques de surveiller les poids de leurs enfants, et puis à des hauts niveaux de repli social et d'impulsivité. Pourquoi d'impulsivité ? Parce qu'un enfant qui découvre le monde, qui découvre comment il doit interagir avec son environnement et comment son environnement lui répond, va à un moment découvrir que les choses ne sont pas dans l'instantanéité. Il faut apprendre que non, on ne peut pas avoir tout de suite le gâteau, tout de suite le bout de chocolat que l'on voulait, on ne peut pas avoir tout de suite le jeu que l'on voulait, il faut déjà s'habiller avant de faire ci ou de faire ça, il faut prendre son bain ou se laver les dents avant de se coucher. Il faut apprendre un certain nombre de règles, et il faut apprendre à travers ça le temps qui est nécessaire, l'aspect différé de certaines récompenses, tout n'est pas dans l'immédiateté. Il faut aussi apprendre la frustration. Et ce que l'on constate, c'est que l'usage de certains supports apprend un peu l'inverse, puisqu'on a tout à portée de doigt en un clic. Et c'est vrai que c'est difficile après pour un enfant de comprendre que tout ne fonctionne pas en un clic à portée de doigt. On le voit déjà chez des adultes qui vont parfois piquer des colères parce que le téléphone ou l'ordinateur ralentit. Sentez-vous peut-être concerné. Imaginez un enfant qui a besoin de faire des apprentissages et qui n'a pas à nouveau le système cognitif, le système mental, parce qu'il n'a pas le cerveau suffisamment mature pour apprendre tout cela.
Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait retirer de tout ça en termes de recommandations et ce qu'en disent les psys, et c'est très complémentaire, me semble-t-il, aux infographies qui ont été présentées. Eh bien, éviter les écrans, ou en tout cas trop d'écrans, parce qu'il ne s'agit pas non plus de totalement faire sans ou de culpabiliser les parents, mais voilà, éviter impérativement l'excès avant 18 mois pour laisser au cerveau le temps, lui laisser le temps au temps, lui laisser l'opportunité de se développer. Laisser un temps fondamental aux apprentissages sociaux et émotionnels, préférer jouer et surtout lire, faire que l'imaginaire se développe par lui-même, que l'enfant se représente ses histoires à partir des images et à partir de ce qu'il entend, et pas uniquement avec des contenus qui sont finalement un peu trop brutalement imposés, parce que du coup il n'a plus cet effort de construction mentale à faire. Et si nécessaire, lorsqu'on bascule dans le pathologique, ou dans, l'inadaptatif, l'excès, faire ce qui s'appelle un contrat familial des écrans, dire l'écran c'est à tel moment, c'est accompagné de papa, maman, du grand frère, de la grande sœur, de papy, mamie. C'est pas pour se réveiller le matin. Et ça, c'est aussi un contrat qui engage les parents. Des fois, le matin, ça peut être un peu la course à la maison. Peut y avoir un petit enfant un peu ronchon au milieu. Bien le fait de dire il va se calmer en regardant un dessin animé ou en jouant sur une application, c'est pas lui rendre service pour s'éveiller. D'ailleurs, l'expérience des profs des écoles qui récupèrent l'enfant après vous disent qu'il n'a pas forcément une totale disponibilité. Parfois même le fait d'avoir arrêté l'écran parce que maintenant il est l'heure d'y aller amène à des réactions un peu vives, un peu colériques, que les maîtresses, les maîtres et les ATSEM doivent gérer sur le coup. Donc c'est un contrat qui concerne tout le monde. Et puis l'une des recommandations, c'est pas d'écran dans les chambres, pas d'écran pendant le repas et pas d'écran à moins d'une heure de l'endormissement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut aussi adapter chez l'adulte qui présente des insomnies. D'un point de vue thérapeutique, c'est ce qu'on fait avec les adultes qui présentent des troubles du sommeil. Même si on a l'impression que regarder un film, une série ou de jouer sur son ordinateur ou sa tablette nous aide à nous endormir. C'est contre-intuitif. Donc adapter aussi les temps et les contenus aux âges et faire que si on utilise les écrans, eh bien que ce soit un temps partagé, que ce soit quelque chose de social et pas une promotion de l'activité, d'une activité isolée pour un enfant ou des enfants. Donc voilà pour les éléments principaux qu'on pouvait dire là-dessus.